On se retrouve pour une nouvelle émission de Portrait d'artiste. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Claude Drouot pour un spectacle au Carme, fin de journée, d'après un texte d'André Benedetto, avec bien sûr Jean-Claude Drouot et Marie-Vonne Schlitz qui n'est pas là, mais qu'on salue avec grand plaisir. Alors tout de suite, pour venir sur ce spectacle, parlons d'André Benedetto, l'auteur, décédé il n'y a pas très longtemps. Il avait quel âge lorsqu'il a écrit ce spectacle, ce texte plus exactement? En 86, il avait la cinquantaine et ses interprètes également n'étaient guère plus vieux. Dans les archives qu'il a laissées au sujet de cette pièce, il notait que cette pièce à l'époque ne trouvait pas son public. Et il essayait de comprendre pourquoi. Elle était peut-être novatrice cette pièce par rapport à la place du classique, non ? Je pense que le fait que les interprètes ont l'âge des rôles. Oui, voilà. Hein, oui. Voilà, donc on parle. Oui, on investit ou on ne célèbre pas la retraite. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est une réalité. Ouais. Est une réalité qu'on n'a pas besoin de forcer, ni de composer, ni de surjouer. C'est notre réalité, voilà. C'est ma réalité. J'ai 73 ans, je peux commencer à parler en toute légitimité. Voilà. Oui, enfin, j'aime pas le terme de retraite, j'aime pas le retraite, parce que le retraite, pour moi, c'est un terme militaire. Faire retraite, c'est jamais bon signe, vous voyez ? Non. C'est rebrousser chemin. Alors, j'aime pas trop ça. Non, c'est une pièce formidable, et je pense qu'on peut dire que fin de journée, André Benedetto, homme de théâtre d'une exigence absolue, d'une intégrité, d'une probité artistique magnifique, hein, je pense que dans cette pièce, il nous confie une sorte de testament théâtral. D'accord. Comme ça. Sur sa vie théâtrale, finalement, sur l'objectif, sur son utopie. Hein. On sait dans d'autres œuvres, on sait que les deux grands maîtres, les deux grands points d'appui, c'est Shakespeare et Samuel Beckett. Hein. Shakespeare par sa luxuriance magnifique et Beckett dans tout ce qu'il y a de plus essentiel, de plus essoré comme ça. Et alors à un moment donné, moi j'aime énormément ce passage où il imagine, où il dit tiens, faire un spectacle qui ne serait que la répétition d'un mot, d'un seul mot, voilà. Pour essayer de le dire, ce mot. Hein. Et c'est pas une coquetterie, c'est pas une fantaisie, c'est un aboutissement peut-être, un aboutissement. C'est un objectif, c'est dire un objectif de pureté. C'est comme en calligraphie japonaise, les idéogrammes. Voilà, hein, c'est parvenir à avoir le geste, un seul geste, le plus pur possible. Voilà. Et bien, je crois que la discipline du théâtre. On ne ferait pas de théâtre si on n'est pas dans cette quête d'une purification du geste théâtral, de notre expression théâtrale. Bon, c'est pour ça. Ça pourrait se rapprocher d'un travail aussi d'artisan, c'est-à-dire d'être capable de refaire un geste parfaitement et de remettre sur le métier. Il y a une sorte de recherche de perfection aussi, au jour le jour. Au jour le jour, oui, c'est un travail d'artisan, d'ébéniste. D'ébéniste. Hein, évidemment qu'au fil des années, vous savez, jeune acteur, bon, on apprend à jouer, on nous apprend à jouer, etc. Donc, on joue et on surjoue. Oui, voilà, et puis, bien sûr. On cabotine parfois aussi. Voilà, et on cabotine. Ben ça, c'est la chose qui menace absolument le genre de la profession. Cette probité artistique, oui. Il faut surtout pas, on devient victime de soi-même, quoi. Je veux dire, si on... pas s'écouter, quoi. Si voilà. Jamais, il faut... c'est pas seulement une question d'économie, c'est dans l'oubli de soi. Et tiens, très justement, Benedetto, dans des petits textes, disait, il faut que nous soyons un tuyau. Nous sommes un tuyau et auquel, voilà, le texte doit couler. Voilà. Ah ouais. Si on fait des ramifications, etc., des tripatouillages, eh ben, le texte, il coule moins bien. C'est ce qu'on appelle se faire pénétrer par le texte, finalement. Alors là, on ne voyait pas, il y a un sacré jeu de mots, là. mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même de laisser prise, de lâcher prise. Oui, lâcher prise, c'est-à-dire que il faut jamais préméditer
quand on est jeune, on prémédite. Moi, je le faisais. Je le faisais plus jeune, comme ça j'imaginais comment dire une interprétation, voilà. Oui, un chemin idéal. Je dis tiens, je vais le jouer comme ça. Et les jours où à mes yeux, j'avais le sentiment d'avoir réussi parfaitement à conduire cette intention, et bizarrement, il y avait parfois des gens que je connaissais dans la salle et je vérifiais, j'étais très inquiet de ça. Ils avaient été peu intéressés. Ah oui. Ça ne se passait pas. Alors que finalement, vous aviez fait un effort, oui, selon vous, pour l'interprétation. Voilà. À partir de là, 1, 2, 3 fois, on commence à se poser différemment la question. Alors oui, c'est parce que bien réaliser son projet artistique, pas le préméditer, ce n'est pas le fameux lâcher prise, hein, où on est dans... Alors c'est paradoxal parce que le fameux tuyau où on doit être complètement disponible pour laisser inventer le texte, il faut se laisser faire par lui et non pas voilà. Ne pas vouloir être son maître finalement, c'est ça aussi, voilà. C'est une grosse tendance. Et paradoxalement, c'est le moment où nous sommes dans l'oubli de soi. Eh bien, ce que l'on est profondément s'exprime. Voilà. Finalement, voilà. Ça semble paradoxal, mais c'est formidablement le cas. C'est dans cet oubli de soi. C'est-à-dire, c'est pas un exercice de vanité, de narcissisme. Oublier son orgueil de comédien. Ah, oui. Oui, l'ego. L'orgueil, c'est autre chose. Hein, mais l'ego, il faut le mettre à l'écart, sinon ça nous rend médiocres, c'est misérable, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien, et la pièce, quand on vous dit, quand le spectateur vous dit, tiens, on entend l'auteur, il vous parle de l'auteur, c'est qu'on a bien fait son travail. C'est que notre relation, notre réalité d'instrument, nous l'avons honnêtement conduite. On pourrait parler de la musique finalement, hein, ça revient à un instrument, un instrumentiste, c'est la musique, oui, effectivement. Bien sûr, ah oui. C'est la musique, nous sommes des instrumentistes. Des instrumentistes. Ah oui. Hein, et évidemment... Et avec la voix, l'instrument en plus, tout à fait, vous avez les deux. Oui, la voix, le geste, le corps, évidemment, ce que nous sommes, hein, c'est notre réalité. Hein, et ce n'est pas cet oubli de soi, eh bien, paradoxalement, c'est vraiment notre être profond qui est là, et qui s'exprime, voilà. Et qui est pas du tout nié, au contraire, bien au contraire. Alors finalement, le bout d'une vie, le bout d'une carrière comme ça, c'est peut-être pas de tout oublier, mais c'est un peu ça. Hein, le pari qui est proposé dans cette pièce, finalement, c'est d'oublier oublier les Alexandrins, oublier cette prose parfaite, déshabiller finalement les stratagèmes de l'auteur, et puis arriver à l'essence même aussi du texte, du jeu d'acteur. Alors là, c'est plus sur le jeu d'acteur que sur le texte dont on parle dans le Cid, parce que c'est aussi des paris. Oui, mais là, le Cid, l'idée de ce Cid, l'idée de cette pièce est venue à Benedetto au cours d'une conversation comme ça, à bâton rompu, hein, et dit le Cid, pourquoi on ne jouerait pas le Cid? Alors n'oublions pas que nous sommes ici en Avignon, que le Cid, c'est là. Et aussi le café d'ailleurs. Dans la cour d'honneur, c'est Gérard Philippe, c'est Jean Vilar. Hein, c'est un événement considérable, c'est plus qu'une icône, enfin c'est une stèle, c'est un monument. C'est un monument. Hein, bon. Et alors, se dire, tiens, cette place, ce mythe, contournons-le, du Cid, joué par Philippe, etc. Hein, tiens, je me permets, en parlant de ça, je me permets de vous dire que quand j'avais 20 ans, j'étais au cours du Lin, et un de nos professeurs, qui était lié au TNP, au Théâtre National Populaire de Villain, c'était Georges Roy, qui était le professeur au conservatoire de Gérard Philippe. Et Gérard Philippe, quand Jean Vilar lui a demandé de jouer le Cid, d'interpréter Rodrigue, est allé retrouver Georges Leroy, qui avait été son professeur, pour lui demander des conseils. Et les fameuses stances, un jour, j'ai passé, en 59, devant Georges Leroy, les stances, et les ayant donné, Georges Leroy, devant toute la classe, comme ça, nous dit, et me dit, mon maître,
c'était un vieux monsieur, hein, 75 ans passé. Mon maître, Mounet, c'était Mounet Sully. C'est-à-dire Mounet Sully, c'est encore c'est le monstre sacré du théâtre de la fin du 19e, au même titre que Sarah Bernard. Le Mounet Sully, alors il disait, mon maître, Mounet, disait, le théâtre, c'est la santé. C'est la santé. Ah, c'est joli ça. Bon, alors quand on a 20 ans, on se dit c'est un peu court, on se sent passer à l'infirmerie, on se dit ouais, vous êtes en bonne santé. Ou c'est la prison, ou c'est la prison. Oui, alors moi je me plais à dire ça, des jeunes comédiens ou des gens que ça intéresse, c'est ce moment-là, Georges Leroy dit, rappelant son maître à lui, donc ça nous ramène plus de 120 ans en arrière, vous dit le théâtre c'est la santé. Et bien la santé, si vous n'avez pas la santé, c'est-à-dire le désir, l'énergie, vous ne pouvez pas faire le théâtre. Vous pouvez pas. On a besoin du désir. La santé, c'est pas la santé physique, c'est pas avoir un gros rhume ou pas avoir de rhume. Hein. C'est avoir le désir. C'est une exigence terrible. C'est une exigence terrible le théâtre pour ça. Voilà. Sans cette énergie, on peut pas aller au rendez-vous. On peut pas être. On peut pas donner. On est grabataire. On est grabataire. Donc justement, il faut savoir s'arrêter justement à un moment ou à un autre quand on a plus la santé, parce que c'est vrai que si le théâtre demande tellement de force, d'énergie et d'harmonie aussi en soi, il faut un jour dire stop, j'écoute les autres ou je vais voir. Je lisais c'est Benedetto qui rappelle ça, que Villard disait, il se demandait pourquoi Villard avait cessé de jouer à un moment donné. Et pour lui c'est un mystère. Et il se demandait pourquoi cet acteur extraordinaire avait cessé de jouer. Et Villard, un jour, en interview, probablement avait dit jouer, c'est une malédiction, parce qu'on est seul. On est seul. Alors c'est vrai que pour moi, ce n'est pas une malédiction, ou alors une malédiction tout à fait heureuse. Oui, bien heureuse, souhaitée, hein, parce que c'est vrai que ce travail au théâtre, parce que un film, on se concentre, on réalise, on tourne, et puis c'est terminé. On passe à autre chose. Considère que le théâtre, c'est la remise en question. Toujours recommencer, c'est ça, voilà. Oui, c'est la remise en question, mais de cette discipline, c'est la remise en question de tous nos moyens d'expression, au jour le jour. Et j'aime cette obligation-là, cette discipline-là. Qui a un côté complètement éphémère, c'est effectivement, le théâtre n'existe que quand il est joué. C'est immédiat, comme la musique. Voilà. C'est immédiatement périssable, hein, mais cet éphémère-là, il y a des traces, comme ça, on confie des choses, on ne sait pas trop quoi. Que vont en faire les spectateurs qui sont là et qui ont aimé, qui ont été intéressés ou émus, etc. Qu'est-ce qu'ils vont emporter avec eux? On ne sait pas. Hein. Mais ce travail, le courage, la santé, ce désir d'aller au rendez-vous, ce n'est sûrement pas un exercice d'exhibitionnisme, ça vaut rien. Hein. On parle de quoi? On parle de l'humain, on parle de nous, on parle de ce qui nous constitue. Hein. Et ça, je peux vous dire que je ne suis pas prêt, personnellement, de m'en lasser. Ah non. Hein, et je ne vois pas nous avons des aînés, je vous pourrais parler évoquer quelqu'un comme Michel Bouquet, que j'admire énormément. Voilà. Hein, et qui a cette même conviction que nous sommes des instruments. Voilà. Entre les doigts d'une partition que sont nos auteurs. Voilà. Hein. Et alors là, on parle beaucoup du théâtre par rapport, bien sûr, à son engagement personnel, par rapport à un auteur, mais André Benedetto avait aussi pris le théâtre comme un outil également. Il avait aussi une vision politique par rapport, politique ou sur des sujets de société. Je pense qu'il avait mis le théâtre sur des domaines qui étaient plutôt étrangers au théâtre. On était encore beaucoup sur les classiques quand même, dans les années 50 aussi. On rappellera ce qu'il a fait pour Avignon aussi. Hein. Oui, mais c'est la dénonciation, c'était la guerre au Vietnam, etc. Hein,
oui, il a fait un théâtre militant, un théâtre de combat. Hein. Alors, mais pas didactique pour autant. Mais non, pas parce didactique. Que c'était l'époque aussi des théâtres un peu extrêmes où on savait plus si on était dans un meeting ou dans une scène. Oui, mais je pense qu'on peut dire que Benedetto a été un rebelle définitif. Hein, il s'est jamais laissé séduire par voilà, il a gardé la foi, la ferveur de ses convictions, de sa jeunesse, quoi. Et c'est magnifique jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'y a aucune concession. Donc il est apparu à un moment donné comme disant, il commence il fatigue, quoi. Oui, hein, parce qu'il se tient, voilà, il lâche pas le combat, quoi. Il n'a jamais lâché un combat, voilà. Voilà. Et donc, faire le choix d'un théâtre plus politique, c'est aussi, c'est réfléchir, c'est sa réponse à lui. Ouais. Quel est le rôle du théâtre ? Acteur de la société aussi, hein, voilà, c'est ça. Acteur de la société, encore le mot acteur qu'on trouve. Oui. Quel est le rôle du théâtre dans sa vie, dans la vie. Bon, et c'est le choix qu'il a fait en tant que... L'an dernier, il avait écrit en 89 pour Alain Cuny. C'était un projet pour la cour pour le festival In, comme on dit, en 89. Et c'est Lire et sont fous. Et j'ai appris il y a 2 ans l'existence de cette pièce, jamais jouée, jamais lue même. Ah oui, même, oui. Un inédit, quoi. Une pièce luxuriante, magnifique. Et j'ai souhaité en faire, j'en ai fait, je l'ai, parce qu'elle était très longue, c'était abandonné, mais comme magnifiquement. J'ai opéré une concision un peu, j'ai ramené un format d'1h40, hein, mais c'est une pièce coup de poing. Magnifique, magnifique, et que nous avons présenté, que je continue d'ailleurs à présenter avec le camarade Serge Lelay qui joue le fou, et vraiment l'univers de Benedetto. Enfin, maintenant j'ai ces 2 œuvres-là. Je l'ai croisé dans les années 60, mais rapidement, ça n'a pas donné lieu à une amitié. Hein, mais pour moi, jouer Benedetto depuis c'est encore le cultiver et rester en contact avec lui, parce que c'est l'émotion qu'on voit quand on parlait de Benedetto après le spectacle. On sent que vous êtes ému aussi de prononcer ces mots. Si cette liaison. Oui, ces mots parce que je m'y retrouve. Voilà. Ces mots deviennent les miens parce que je me sens en accord complet avec son désir, avec son utopie, avec son idéal. Je me sens, voilà, et ça c'est rare, ça aussi. C'est formidable. C'est formidable, voilà. Oui, c'est ça, à ce moment où l'acteur dépasse l'interprétation. L'acteur est aussi le personnage aussi dans cette pièce. C'est un petit peu ça que vous nous avez dit tout à l'heure. Et puis, oui, mais il s'agit bien de le personnage que je joue. Il se met pas en scène, mais il s'agit bien de lui. Oui, tout à fait. De lui. Auteur, voilà. Auteur qui se dit, tiens, on devrait pouvoir faire quelque chose de moderne à partir d'un grand thème classique, et pourquoi pas le Cid. Ce Cid tellement mythique ici en Avignon. Comment on dirait, en monument, quoi. Et en plus, j'ai appris que cette idée est arrivée un 1er mai. C'est vrai, ça, que l'idée de cette pièce fin de journée, c'est une conversation de fin de journée, justement, un 1er mai. Oui, voilà. La date est intéressante, hein, fait du travail. C'est aussi un grand symbole. J'avais pas pensé à ça. Voilà. J'avais pas repéré ça. Oui. Non, mais c'est le. Oui, il le raconte, ça. Il s'agit bien d'une conversation, comme une idée comme ça, qui jaillit. Et d'ailleurs, il dit dans le texte, elle, donc le personnage joué par Marie von Schiltz, lui dit, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses au Cid. Enfin, c'est plus l'honneur, tout ça, c'est plus notre temps. C'est fini, voilà. C'est fini, etc. Et lui, il dit, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. C'est de l'ordre du désir. Je sais pas pourquoi. Hein, pour quelle frustration, pour quel besoin caché. Alors, frustration, ça veut dire, si le Théâtre des Carmes, le travail de Benedetto, ici en Avignon, et qu'on compare avec ce qui se passait au Palais des Papes avec Jean Vilar, hein, lui, il a vu Philippe dans le Cid, hein, il avait 18 ans, etc. C'est dire,
qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que j'ai réussi mon parcours théâtral? Une sorte de bilan aussi, finalement. Oui, c'est un bilan. Mais qu'il a fait, je vous dis, je rappelle la date, en 86. Ah oui. Donc il était au milieu du gué, là. Hein, et ils se disent, bon, son combat, c'est dire, bon, peut-être que j'ai tout raté. Il le dit, ça, c'est dit. Oui, parce que c'est pas effectivement tranché, c'est-à-dire qu'il y a le doute est toujours là, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans des emportements de décision, et puis on a l'impression des fois effectivement le doute le gagne, et puis au bout du compte, on a vraiment quelque chose qui est purement humain, c'est-à-dire que rien n'est vraiment acquis, rien n'est vraiment sûr, même une carrière si longue derrière, finalement ça laisse toujours des incertitudes, peut-être plus d'acquis, mais quand on creuse finalement il n'y a pas plus de certitude. Vous savez, moi j'ai près de 50 ans de métier, j'aime pas le terme carrière. Non. Mais c'est souvent on a le sentiment des rendez-vous, des malentendus. Des malentendus, voilà. Pas contre. Voilà. Hein, malentendu, pas compris. Oui, ce qu'il dit d'ailleurs, parlant du public, il me voit et il ne me voit pas. Ouais. C'est-à-dire que moi j'envoie des choses et qu'est-ce qu'ils prennent, je ne sais pas ce qu'ils emportent. Voilà. Hein. Et c'est un formidable regard sur notre métier, hein, et en plus qui est d'une probité absolue, quoi. Alors, d'ailleurs, on a l'impression que c'est devenu un peu le thème du théâtre des Carmes, qui est le théâtre de Benedetto, hein, ne pas oublier. Cobert donc accueille en quelque sorte par son texte André Suarez aussi, qui est quelqu'un aussi à découvrir, oui. Quelqu'un qui est resté aussi droit toute sa vie, pas droit, mais qui est devenu convaincu, qui d'ailleurs a été marginalisé parce que justement il était parfois en avance, visionnaire de son époque. Et donc finalement ce théâtre des Carmes, cher à Benedetto, il accueillerait finalement des auteurs moi je n'hésite pas, j'hésite pas à dire que bon, il y a la cour d'honneur du Palais des Papes, eh bien, je m'autorise à penser et à dire que le théâtre des Carmes, c'est la cour de l'honneur du off. De l'honneur du off. Oui, parce que vraiment, c'est le travail, et c'est pas uniquement une mémoire. Il faut d'ailleurs, c'est pas un musée, c'est pas un sanctuaire. Il faut les faire vivre ces textes, bien sûr. Ces pièces sont là, et il faut, c'est notre cas, il faut que d'autres s'en emparent. Hein. Ces pièces sont formidables et que vraiment elles ont. C'est une. Voilà. Et cette appellation, elle serait méritée parce qu'on rappellera que le premier hors off, c'était en 66 finalement. Le festival off n'existait pas encore. Non, c'est le premier théâtre permanent, c'est le premier théâtre permanent d'Avignon. Oui. Ouais. Et puis, il a été après nommé président du festival off en 2006. Hein, il est décédé en 2009, je crois. Voilà. Oui, tout ça, c'est un auteur qui est très proche de nous finalement, qui est très proche de nous Mais parce qu'il n'a pas triché. Et non. Il n'a pas triché. Alors si on continue comme ça à être exigeant, etc., on finit par emmerder. On dit oh là là, les grands emmerdeurs, mais ce sont de magnifiques emmerdeurs, hein, qui vous vous empêchent de vous assoupir, quoi. Et Benedetto était de ceux-là, de ces quelques-là, qui rendent le théâtre vivant et toujours différent. Voilà. En tout cas, pour moi, je me sens très militant. Je sais que c'est un mot dépassé, vous voulez dire, non? Oui, donc ça me rend vraiment joyeux de servir cette pensée-là, cette œuvre-là, hein. Et en plus, l'accueil. Les gens viennent nombreux et les réactions sont vraiment très 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 positives, très attentives, hein, très chaleureuses, et ça c'est formidable. C'est ça me touche, ça me fait plaisir. C'est formidable que cette pensée-là est une pensée extrême, absolue. Eh bien, on parvient à la confier, vous voyez, et à la faire durer finalement. Voilà ce qui dépasse finalement les auteurs, de durer par leur texte, d'être toujours à leur donner un avenir, et que d'autres s'emparent
Ouais. et fasse l'heure d'une certaine vision, etc. Enfin, c'est mon cas en tout cas en Vous ce êtes moment. vous êtes un passeur finalement, voilà. Oui, mais c'est Aussi. ça qu'on Ouais. appelle les passeurs. Ils sont Voilà. passeurs d'écriture, mais pas seulement d'écriture. Non. C'est des passeurs de l'esprit, d'une vision. Oui, Vision. nous sommes des passeurs. C'est ça l'instrument que nous sommes. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Donc on vous rappelle que c'est un spectacle fin de journée qui est au Carme. Donc ne ratez pas, avec Marie-Yvonne Schiltz et Jean-Claude Drouot, qu'on a eu le plaisir à recevoir ici en exclusivité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.